Si les Allemands sont reçus au château de Versailles pour une première présentation du traité le 7 mai 1919, pour les Autrichiens, cette même scène a lieu au château de Saint-Germain-en-Laye le 2 juin. Il y a toute une haie d'honneur des dragons, c'est-à-dire des militaires français. Il y a tous les diplomates, les journalistes, etc. qui attendent. Mais les grands diplomates sont déjà dans la pièce avant que les délégués rentrent dans la petite porte. Même chemin le 10 septembre pour la signature du traité, les Autrichiens passent par la petite porte. Je rappelle, 17 délégations passent par la cour d'honneur, ce sont les vainqueurs. Le vaincu, l'Autrichien, avec ses délégués, une dizaine de personnes, le 2 juin 1919 et le 10 septembre 1919 pour la signature, passe par ici parce que c'est une délégation de vaincus. Tout se déroule dans cette salle numéro 1. Contrairement aux Allemands, les Autrichiens décident d'adopter une attitude positive dans l'espoir de pouvoir négocier le traité. La méthode ne sera pas aussi probante, puisque la méthode dure ne marche pas, la méthode sympathique à l'autrichienne ne marche pas non plus. Le traité est quasiment fait quand on leur donne ce document le 2 juin. Au final, 380 articles signés le 10 septembre à contre-cœur pour les Autrichiens qui perdent en territoire et se retrouvent détachés de l'Allemagne. L'Autriche allemande est interdite, les Alliés souhaitent une république d'Autriche. Ce traité, on l'a même oublié en France dans l'entre-deux-guerres. C'est lorsqu'il y a, en 1938, l'Anschluss. J'ai cherché dans la presse si on disait qu'il y avait un traité de Saint-Germain-en-Laye. C'est quand même le minimum. Eh bien, la presse locale, le Petit Réveil, ne parle même plus, on est moins de 20 ans après, du traité de Saint-Germain-en-Laye. Comme si on avait mauvaise conscience d'avoir ce traité, mais de ne l'avoir pas respecté. Et de ne pas avoir les moyens de le faire respecter face au Grand Reich. L'attitude cordiale autrichienne n'aura pas suffi à la négociation, mais elle entraînera une attitude cordiale de la part de Georges Clemenceau et ses alliés. Un honneur un peu pour les Autrichiens. Les Autrichiens, les délégués autrichiens menés par Karl Renner, repasseront par cet escalier d'honneur. Au même moment, en Hongrie, la dictature bolchevique empêche les délégués hongrois de se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Leur traité de paix aura lieu un an plus tard, au Grand Trianon, à Versailles, le 4 juin 1920. C'est sûrement l'un des traités qui a été le plus durement ressenti parce que la Hongrie a perdu plus de la moitié de son territoire. Donc ça a été une perte territoriale absolument énorme à laquelle d'ailleurs, je pense, les Hongrois ne s'attendaient pas. Elle perd des territoires au profit de la Tchécoslovaquie, au profit de la Roumanie, c'est la Transylvanie qui est un énorme territoire, et au profit aussi du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes qui deviendra la Yougoslavie. Une année est passée, mais les Hongrois tentent la même stratégie de négociation que les Autrichiens. Le démembrement de cet empire d'Autriche-Hongrie a abouti à la création de nouveaux États qui ont pris du coup part du côté des Alliés. Et puis, il ne restait finalement que 2 États qui ont toujours été considérés comme des ennemis. L'Autriche, réduite à sa partie germanophone, et puis la Hongrie, réduite au cœur de la partie magyare de cet ancien pays. Et donc, l'Autriche et la Hongrie se sont retrouvés du côté des ennemis, alors qu'eux clamaient le fait qu'ils avaient été pris dans un empire beaucoup plus vaste et qu'ils n'étaient pas responsables des actes de cet ancien empire. Aujourd'hui, il en reste de nouveaux États, de nouvelles nations au cœur de l'Europe, et avec une amertume certaine de la part du peuple hongrois face à ce démembrement de son territoire. Une amertume pour cet ancien empire austro-hongrois qui aura sa part de responsabilité dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.